Hop. Alors, Bonjour à tous. oui, on te voit. Enfin, je te vois. Bonjour à tous. Ah bah voilà. Euh, on espère que vous allez bien, déjà. Première chose, avant le week-end. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire qui sera par ailleurs disponible en replay, donc n'hésitez pas. Est-ce que, première chose, avant qu'on démarre, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Voilà, les deux questions essentielles pour ce démarrage. Bonjour. Et tous les deux. Et tous les deux, oui. Plus la présentation. Tout Parfait. est OK. Bon, super. Si c'est OK de votre côté, merci Jessica. Merci Joël pour la réponse. Bonjour Jessica, bonjour Joël, et merci. Parfait. Bon. Eh ben, écoutez, en tout cas, on est très heureux de vous parler. Alors, plutôt de parler et puis de discuter avec vous via le chat. On va rapidement, pour vous donner un petit peu la ligne directrice de ce webinaire, on va rapidement se présenter pour que vous sachiez quand même un peu qui on est là-dessus. Et ensuite, on partira sur des histoires, des cas concrets d'entreprise. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup avec Ludovic parce que ça nous permet en fait de vous montrer des cas concrets et ce qui a pu être mis en place dans les sociétés. Et on évoquera donc les 10 facteurs d'engagement et on terminera avec le côté mesure quantifiable qu'on peut avoir sur l'engagement. Et bien sûr, après une petite session questions-réponses, comme d'habitude. Sachez que on était bavard avec Ludovic, on le sait, donc on s'est mis à timing. On a prévu entre 30 et 45 minutes de présentation, d'échange avec vous, donc même si vous voulez interagir pendant la présentation, n'hésitez pas. Et ensuite, on aura quand même pour Jean-Sophie, on aura un petit peu de temps également pour les questions et bien sûr les réponses. Et vous pourrez retrouver cette présentation en replay, bien sûr. Voilà, j'ai tout dit. Et maintenant, je te laisse la parole, Ludo, pour te présenter. Qui es-tu? Ben, merci, c'était très complet comme intro. Fondateur de la société Dibos qui accompagne ses clients sur leur stratégie RH et notamment des stratégies RH qui visent à développer l'engagement et la performance de l'entreprise par ses collaborateurs. Et je partage ça entre plusieurs clients, dont un dont je vous donnerai un mot tout à l'heure parce qu'on a fait des choses assez sympas qui sont facilement réplicables dans vos organisations. Et puis vous avez la liste de mes anciens clients ou employeurs en dessous pour se donner une petite idée des grandes entreprises comme des beaucoup plus petites structures, même si on a choisi de mettre des logos qui parlent, des noms qui parlent à tout le monde. Super. Et donc je redonne la parole. Parfait. Vas-y, Margot. Donc du coup, je suis Margot Rab et là j'ai une petite particularité. En fait, j'ai deux casquettes. Donc la casquette de la cofondatrice de NeoJobs, qui est une agence marque employeur, mais spécialisée en gamification, et Niaouli, qui est notre deuxième société avec mon associé Hugo, qui en fait le premier outil de pilotage de la marque employeur. Donc c'est quelque chose pour lequel on est assez fiers et avec pour qui on a travaillé déjà avec pas mal de clients et pareil comme Ludovic, vous voyez nos clients en bas de page, mais on va pas vous embêter plus longtemps avec cet aspect-là. En passant allons directement dans les histoires. Je pense que c'est ce que vous êtes venus chercher dans ce webinaire. Oui, alors on a voulu, comme disait Margot, plutôt illustrer nos propos par des histoires réelles, hein, des choses qui se passent vraiment dans l'entreprise. Et donc la première qu'on a choisie, c'est GRDF, qui, comme facteur d'engagement, notamment dans une des entités de la DSI de l'entreprise, qui était en train de passer en mode agile, s'est dit, notre équipe est en train de grossir. Et à l'époque, ils n'étaient que 5 et ils anticipaient un développement assez important. Ils sont aujourd'hui pas loin de 200 dans
en question. Ils se sont dit comment on peut, dans une organisation qui est en train de s'organiser autour des méthodes agiles, arriver à continuer de grossir dans l'organisation tout en conservant l'état d'esprit prévu à la création de cette entité. Et à cette occasion, donc l'entité en question s'appelle la Karma, qui veut dire quelque chose de une cellule d'action rapide en méthodes agiles, voilà, de GRDF. L'un des membres de l'équipe s'est dit, il y a un modèle d'organisation, en tout cas plutôt qu'un modèle, qui s'appelle l'holacratie et qui me semble correspondre assez bien à qui nous sommes au sein de Karma, donc au sein de l'entité. Et en fait, ce qui a organisé ou ce qui a sous-tendu l'adoption de l'holacratie, ça a été justement de se dire que dans un environnement qui se veut agile, l'objectif n'est pas d'avoir un modèle préétabli, mais plutôt de se laisser une autonomie, puisque c'est le principe de l'agilité, hein, ce sont des équipes autonomes, auto-organisées, d'avoir plutôt ce canevas qui donne des principes directeurs et pas un cadre extrêmement précis, et qui va permettre justement de définir son propre modèle. Et l'équipe est allée très loin, puisque de ce principe d'auto-organisation, ce principe de canevas, la karmacratie, puisque c'était justement l'état d'esprit de base de s'approprier le canevas pour en faire un modèle autonome. Et en fait, à travers cette qui nous a paru intéressant avec Margot, c'est de voir comment, au sein d'une grosse entreprise, hein, GRDF, c'est 12 000 collaborateurs, un certain nombre de managers, de dirigeants ont non seulement laissé la place à l'expérimentation, ce qui n'est pas toujours évident dans des grosses entreprises, et on a plutôt tendance à penser que ça n'est possible que dans des petites structures. Preuve que non, preuve que ça marche aussi dans les grandes entreprises, de laisser aussi beaucoup d'autonomie dans l'organisation. Et on verra que c'est l'un des critères importants, un des facteurs d'engagement. Et puis surtout, de laisser la place à une auto-organisation. Voilà. Et je passe la parole à Margot, qui me rappelle que je suis très bon. Non, pas du tout. Tout va bien. Deuxième point et deuxième petite histoire qu'on voulait vous raconter, c'est tout l'aspect, en fait, c'est le facteur d'engagement qui est la santé et le bien-être des collaborateurs. Pour vous donner un exemple, le plus simple, c'est de vous donner un exemple concret, récent, et c'est notamment avec cette crise sanitaire. Un de nos clients chez Niaouli, pour qui on travaille, a mis en place, a essayé de répondre le plus rapidement possible aux situations, à la crise sanitaire, en fournissant à ses collaborateurs tous les éléments nécessaires, donc la protection, les gels hydroalcooliques, etc. Et en fait, ils ont voulu, pour montrer au public, au grand public, qu'ils prenaient à cœur cette situation et qu'ils vraiment mettaient tout en place pour la gérer. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont en fait publié sur les réseaux sociaux, tout simplement pour partager leurs actions auprès du grand public. Lorsqu'ils ont fait ça, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite après, ils ont eu sur les réseaux sociaux, sur certains réseaux sociaux, et ça c'est une augmentation de ce qu'on appelle de haters qu'on a pu constater chez Niaouli, notamment sur Facebook, qui déferlaient en disant que c'était inadmissible, qu'il y avait des choses qui manquaient, que c'était pas mis en place partout, etc. Donc il y a eu vraiment un mouvement de colère de certains abonnés de la page. Et en fait, chose qui s'est passée à ce moment-là, c'est que pour la première fois depuis plusieurs mois, chose qui n'arrivait en fait jamais, des collaborateurs de l'entreprise ont défendu tout de suite en commentaire l'entreprise, en mettant même des photos et en expliquant non, on est bien protégé et on fait attention à nous, on nous considère, etc. Et en fait, cette prise de positionnement,
il a été fait parce que les collaborateurs ont pris conscience que leur santé et leur bien-être étaient considérés, étaient mis en exergue par la société. Et c'est pour ça qu'ils sont allés les défendre. Suite à la crise sanitaire et au confinement, en fait, ils ont eu un taux d'engagement sur les réseaux sociaux de la part de leurs collaborateurs qui a augmenté de près de 10%, chose qui n'arrive que très rarement et qui est généralement beaucoup plus faible. Donc effectivement, la santé et le bien-être des collaborateurs est un facteur d'engagement important parce que, comme vous pouvez le constater, quand il y a une attaque, entre guillemets, sur les réseaux sociaux ou tout simplement quand les personnes ne comprennent pas forcément ce que vous faites, vos collaborateurs vont de leur plein gré se positionner pour justement partager ce qui se passe réellement et pour défendre finalement votre société. Et ça, c'est quelque chose qui illustre parfaitement l'engagement chez eux. Et moi, je suis assez fan du petit cookie avec le smiley, là. Ça me donne faim après le déjeuner, c'est pas bien. J'aime beaucoup le choix de l'image. Une autre histoire qui véhicule les facteurs d'engagement, c'est ce qu'on a mis en place chez les territoires innovants, où je suis DRH. C'est justement de repenser un petit peu le modèle managérial dans une organisation qui déjà au départ se veut très distribué, on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté en fait dans l'accompagnement principalement RH. Et mon son saute visiblement un petit peu. Je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être coupe ta vidéo. Coupe peut-être ta vidéo pendant que tu parles. Après tout, vous m'avez assez vu comme ça. On peut peut-être se contenter que du son. J'espère que ça ira mieux. Vous me direz. Donc ce qu'on a voulu mettre en place justement à la FTI, c'est que dans un modèle très distribué où les collaborateurs ont déjà beaucoup d'autonomie et parfois en fait cette autonomie pouvait avoir parce que certains collaborateurs se sentent finalement isolés et n'aient pas le sentiment de faire partie d'un collectif, ce qui est absolument le contraire de l'intention de départ. Donc on avait déjà en place RH qui visait à être un petit peu la personne à l'écoute, mais ça ne permettait pas d'aller vraiment dans une logique de développement des compétences, des notions de feedback, etc., qui n'étaient pas mises en place. Et donc, on a choisi de recréer en fait un rôle de management, mais qu'on a uniquement sur l'aspect accompagnement humain, que ce soit évidemment dans tous les aspects positifs, de l'écoute, des besoins en formation, dans le positionnement interne dans l'entreprise, même si c'est une entreprise de taille très humaine, d'une petite vingtaine de personnes, de savoir comment chacun peut apprendre, peut continuer à développer son employabilité, sa visibilité, être préempté ou présenté sur des projets. Et donc, on a remis tout ça dans un rôle de manager RH qui englobe aussi des aspects un petit peu moins sympathiques de disciplinaire, par exemple, s'il faut le faire, parce que c'est un pan qui, bizarrement, était je dis bizarrement avec beaucoup de guillemets, vous ne voyez pas ma tête du coup, mais je mets vraiment beaucoup de guillemets, parce qu'évidemment, c'est jamais le rôle qu'on a envie d'endosser dans ces cas-là. Et donc, quand on a mis ça en place, on a faire à la mode de la FTI, c'est-à-dire qu'on a proposé aux collaborateurs que ce soit eux-mêmes qui choisissent leur manager sur des critères assez simples, c'est-à-dire quelqu'un qui il devait que deux
qui soit plus senior que le collaborateur lui-même pour lui apporter plus de recul et d'expérience. Et le deuxième sujet, c'est quelqu'un qui soit en capacité d'écouter et pas de projeter sa propre vision sur le collaborateur. Et ça a été mis en place il y a quelques semaines maintenant, et très très bien, franchement, la perception est très positive. Donc je vous invite à vous inspirer ou à réfléchir à ça dans vos organisations. Donc, du coup, comme vous pouvez, en fait, vous pouvez le voir, on vous a présenté quelques exemples, quelques histoires très concrètes d'engagement, enfin, en tout cas, de facteurs, de leviers qui avaient été mis en place dans les sociétés pour améliorer justement cette adhésion et cette adhésion tant émotionnelle que affective aussi qu'on peut avoir envers l'entreprise. Comme vous le savez peut-être, il y a différents types d'engagement. Vous avez l'engagement qui est en fait l'engagement justement affectif, qui est le plus grand engagement que vous pouvez avoir de vos collaborateurs parce que ils ont vraiment cette connexion et cette adhésion affective et émotionnelle envers l'entreprise, envers sa culture, envers son état d'esprit, envers sa marque employeur au final. Vous avez également l'engagement plutôt qui est dit normatif, et donc là c'est plutôt la notion je suis loyal envers mon entreprise puisque juridiquement parlant je suis lié à elle. Et puis vous avez un engagement un peu plus, on va dire l'engagement basique qui est, et ça c'est je dirais que c'est le pire des engagements que vous pouvez avoir. C'est grosso modo un collaborateur qui qui fait son travail sans plus, parce que il sait que sur le marché de l'emploi, que voilà, il y aura pas d'autres possibilités. Donc finalement, c'est par sécurité d'emploi qu'il reste dans votre société. Donc vous n'avez pas réellement cette adhésion, cette connexion que vous pouvez avoir, notamment avec le côté loyal ou le côté affectif. Et donc finalement, on a vu à partir de ces trois exemples qu'on a pu vous donner, donc 10 facteurs d'engagement qui sont différents. Donc, là, vous en avez quelques-uns. On va les passer très rapidement pour pas non plus perdre trop de temps là-dessus. Mais vous avez notamment le côté reconnaissance. Si vous avez eu l'occasion de voir notre webinaire avec Ludovic sur toute la partie justement alignée, raison d'être, performance et expérience collaborateur, on vous a notamment, à ce moment-là, on a notamment évoqué la notion de valorisation, de reconnaissance et l'histoire en fait d'une femme de ménage qui s'était déplacée pour aller accueillir à l'aéroport une personne importante pour la société alors qu'il n'y avait personne dans l'entreprise pour le faire. Donc voilà, ce genre de choses, ça compte puisque chaque moment, chaque chose que vous faites, reconnaître le travail et l'investissement de chacun est important parce qu'il permet justement à la personne de se dire finalement ce que je fais a un sens, et ça vraiment le côté sens est essentiel, et je vois que ça a un impact dans mon entreprise, donc je peux continuer. Donc c'est vraiment ce côté-là c'est un des points qui peut être important. Ludovic, tu peux nous dire quelques petits mots sur la rémunération par exemple ? Oui, alors la rémunération, ce qui est amusant de constater, on entend régulièrement que la rémunération n'est pas ou n'est plus le critère le plus d'engagement, de motivation, d'attractivité des entreprises. Mais en pratique, si vous regardez la plupart des baromètres qui ont été faits durant les cinq dernières années, pour dire que la rémunération reste en peloton de tête des trois facteurs d'engagement les plus importants, et certaines des enquêtes d'ailleurs mettent la rémunération en numéro 1. L'objectif de dire qu'il faut payer toujours plus les collaborateurs. Et je pense qu'en tant que DRH, moi le premier, je m'interdirais toujours de faire une course au salaire, ou retenir les collaborateurs. Mais quand on interroge un petit peu plus les collaborateurs sur ce qu'ils entendent derrière la rémunération, en fait, ce sont deux notions qui sont les plus prégnantes. C'est la notion de justesse
et la notion de justice dans la rémunération. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête sur ce sujet-là, c'est une rémunération qui soit juste au regard et au regard de la performance individuelle comme collectif de l'entreprise, et puis une notion de justice aussi, plutôt dans le sens de l'équité, c'est-à-dire si au sein de l'entreprise, entre deux collaborateurs qui ont le même titre, le même rôle, c'est qui doit driver une rémunération plus à la hausse pour les uns que pour les autres. Et à ce titre-là, je vous invite à regarder toutes les questions qui ont pu être faites sur la notion de rémunération transparente, dont une faite récemment par mon ami Kevin, qui est le DRH de Germinal, qui a publié justement leur propre rapport sur la rémunération transparente pour limiter les problèmes de mauvaise perception. En fait, la rémunération, c'est d'abord avant tout une question de perception et pas simplement sur la feuille de paye à la fin du mois. Il y a aussi... voilà. Oh, pardon. Vas-y. Non, sinon, je voulais enchaîner sur la santé. C'est aussi ça, la magie du live, c'est qu'on ne suit pas toujours le canevas quand c'était fixé, mais c'est pas très grave. Enchaîner sur un autre sujet, donc, qui est la santé et le bien. Alors là encore, ça paraît peut-être un petit peu un poncif, mais le principe de base, et c'est un petit peu aussi ce que soulignait Margot en préambule, c'est qu'en fait, sur les 10 critères, voilà, les 5 premiers et les 5 qui suivent derrière, l'objectif n'est pas de se dire il faut que je sois parfait partout. C'est impensable qu'aucune entreprise ne le soit, mais plutôt de se dire il faut pas que je sois mauvais. C'est probablement ça, le fait d'être mauvais dans un des critères, qui peut faire partir les collaborateurs. Et en fait, si on regarde le sujet de santé et de bien-être, très la plupart des collaborateurs vont dire que à rémunération égale dans une entreprise ou dans une autre, on préférera travailler dans une entreprise qui valorise le fait de se sentir bien, que sa santé soit prise en compte, d'avoir un environnement de travail qui soit agréable, qui soit facile d'accès. De moins en moins de collaborateurs ont envie de faire plus d'une heure de trajet le matin et autant le soir pour aller travailler. Donc, d'envisager pourquoi pas des solutions de flex office, de travailler à proximité de chez soi, la mise en place du télétravail, tout ça peut y contribuer. Et à l'inverse, une discussion que j'avais hier soir avec quelques amis des RH, ne pas chercher par exemple à imposer à tous les collaborateurs, parce que certains d'entre eux vous diront qu'ils ne savent pas travailler en télétravail, ils vont procrastiner, ils vont pas arriver à se motiver parce que ça correspond pas à leur façon d'être. Donc tout ça, ça correspond à tout ce qu'on va mettre dans la notion de santé et de bien-être, à mettre en corrélation avec l'ensemble des autres facteurs. Et du coup, je repasse la parole à Margot et on reprend le fil de notre déroulé. C'est mon côté un peu monk parfois. Oui, mais c'est bien le côté spontané, ne pas suivre forcément. Moi, ça me va. Donc effectivement, la notion de bien-être est important. Autre point qui est quand même assez essentiel, c'est la notion de formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les collaborateurs ont besoin, à un moment donné, on arrive tous à un moment où on a besoin d'apprendre, et c'est ce qui ressort aussi des études, notamment auprès de jeunes diplômés, que cette notion d'aller chercher, apprendre de nouvelles choses, innover, créer, c'est quelque chose qui est essentiel. Et effectivement, quand on ne permet pas à nos collaborateurs de s'épanouir, d'être formés à de nouveaux métiers, de nouveaux processus. Déjà, d'une part, ça ne favorise pas la créativité chez vous, et donc également l'innovation. Et d'autre part, vos collaborateurs vont commencer à s'ennuyer, puisque le travail répétitif est quand même quelque chose qui est vite barbant
si vous me permettez l'expression. Et donc, il y a ce besoin de s'enrichir un petit peu plus. Je vois que Ludovic nous a quittés, mais il va revenir. Pour continuer là-dessus, vous avez aussi l'importance de la relation avec le manager. Vous le savez peut-être, énormément de personnes quittent leur emploi à cause de leur relation avec le manager. Donc cette notion-là, ce besoin-là est essentiel pour permettre en fait aux collaborateurs de rester au sein de la société. Donc il y a vraiment un travail à mener pour s'assurer qu'ils restent et qu'ils aient envie surtout de rester dans la société. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Ludovic, sur la relation avec le manager ou pas. Je l'ai Oui, abordé, mais si tu voulais. j'ai effectivement eu un petit souci de connexion. En fait, je vais y revenir sur le point d'après, sur la Ok, slide suivante. Du coup. Et voilà. merci. Je t'entends. Bon. Ah, ok, parfait. Autre point qui est important également pour l'entreprise, c'est l'ambiance. L'ambiance qui est procurée par l'équipe, l'ambiance qui est proposée aussi par l'entreprise. Une mauvaise ambiance, vous vous entendez mal avec votre collaborateur, et bien sûr, vous n'aurez pas envie de revenir dans l'entreprise le lendemain parce que justement, vous ne vous entendez pas avec eux. C'est vraiment ce côté-là, c'est un point qui est essentiel pour l'engagement. C'est quelque chose qu'il faut travailler régulièrement en mettant par exemple en place quelque chose de très classique, donc les séminaires pour créer du lien, de la cohésion d'équipe, mais vous pouvez aussi mettre en place des petits rituels. Vous pouvez également mettre en place des challenges, avec objectifs pour que les collaborateurs aient envie justement de continuer et s'engagent. Enfin voilà, vous avez vraiment tout cet aspect-là qui est important en termes de levier d'engagement pour l'ambiance. Ludovic, tu voulais aborder un petit peu également l'équité, parce que je sais que tu l'avais abordé tout à l'heure rapidement. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus également. L'équité, encore une fois, c'est ce que le collaborateur va mettre à la notion de ne pas être traité négativement par rapport à ses collègues. Et ça va rejoindre en fait notre aspect il y a en relation manager et qu'on peut on peut voir aussi au travers de la notion d'autonomie. C'est une notion qui est à prendre en compte essentiellement par les managers. Et les pauvres managers, on leur demande tout et n'importe quoi, et probablement que dans la priorisation à faire, c'est certainement l'un des sujets à mettre au top des préoccupations quotidiennes du collaborateur. C'est de faire en sorte que non seulement l'ensemble de l'équipe soit bien dimensionné, que l'équipe ait la charge de travail qui correspond à ce qui est acceptable, aussi évidemment les budgets le cas échéant pour embaucher quand c'est possible ou de baisser les objectifs si on peut pas embaucher. Ça, en tant que DRH, c'est un discours qui est pas toujours facile à entendre ou à porter au sein d'un comité de direction, mais pourtant ça fait vraiment partie des enjeux les plus importants. Mais en fait, on constate le plus souvent dans les moments de surcharge de travail ou de toutes les phases de stress qu'on peut envisager, c'est justement le fait d'avoir un manager qui va traiter certains de ses collaborateurs différemment et va considérer qu'un collaborateur devrait être fouetté. On évite de passer au châtiment corporel, mais en tout cas de se focaliser un peu négativement sur certains collaborateurs sans raison. Donc ça, c'est vraiment l'un des sujets sur lequel il faut accompagner les managers pour qu'ils comprennent la portée toujours de mauvaises intentions derrière, qu'ils entendent bien la façon dont un collaborateur peut comprendre les messages qu'il fait passer. Et ça implique d'avoir
à la place de communication interpersonnelle, en tout cas se développer sur ces sujets-là. Et vraiment, c'est un point important à mettre en place au niveau des managers. Ce qui va en fait avec l'autonomie. Si tu me permets d'enchaîner du coup, Margot, l'autonomie, en fait, un peu comme la relation au manager, les deux sont intimement liés. On l'a vu avec l'exemple de Lola chez Carmal, chez GRDF. L'objectif aussi est que le manager apprenne à abandonner son rôle command and control. Ça m'a fait même gentiment sourire d'entendre le Premier ministre employer cette expression-là, parce que c'est vraiment la façon dont certains managers peuvent avoir tendance à se comporter. Et contrairement à ce qu'on pense, pas que des vieux managers, il y a aussi des jeunes managers qui trouvent ça beaucoup plus confortable d'être dans une posture de distribution de revenus. Là où, en fait, la plupart des collaborateurs recherchent une valorisation, ça rejoint la reconnaissance, ce qu'évoquait Margot tout à l'heure, mais surtout la reconnaissance par le fait pour gérer eux-mêmes leur travail et donc d'aller vers davantage d'autonomie. Et cette autonomie, on s'aperçoit que le principal critère, la raison pour laquelle on ne donne pas l'autonomie, c'est le manque de confiance. Souvent, le manque de confiance en lui ou le manque de confiance dans son équipe. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer et à acquérir au niveau des managers pour qu'ils laissent cette autonomie se développer. Et la plupart des études ont montré que des équipes et des collaborateurs qui ressentent qu'ils ont de la place pour leur propre autonomie sont beaucoup plus épanouis et de ce fait sont aussi beaucoup plus performants. Ce qui est quand même ce qu'on recherche dans nos organisations. Et ça ajoute à ce qui me fait penser d'ailleurs au principe de Peter qui est très intéressant là-dessus, qui dit qu'à un moment donné, on arrive aussi à un plafond, enfin on arrive à notre niveau d'incompétence et que ce n'est pas parce que on est très efficace dans nos missions actuelles qu'on sera forcément efficace en tant que manager là-dessus, et que effectivement ce côté formation, autonomie, responsabilité, c'est quelque chose qui doit être pris en compte pour la suite et pour justement faire en sorte que vos managers aient toutes les clés en main. Deux autres facteurs, et ensuite on pourra, Ludovic, on pourra répondre à Joël. Deux autres facteurs à prendre en compte, c'est la qualité des outils. Effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître, entre guillemets, banal, simple, mais un collaborateur peut petit à petit commencer à s'agacer parce que l'ordinateur est défectueux, parce que sa chaise lui donne mal au dos, parce que il n'a pas tous les outils, par exemple de création graphique, si c'est un graphiste, à sa disposition. Donc c'est toujours très difficile pour lui de faire des créations, la communication des entreprises. En fait, toutes ces petites choses, finalement, et c'est aussi le message qu'on veut vous faire passer avec Ludovic, c'est que toutes ces petites choses, ça ne sert à rien d'être ultra efficace dans un levier. Par exemple, de dire, OK, je mets tout mon travail sur ambiance, par exemple. Parce que tout le reste va rentrer en compte et tout le reste va avoir un impact sur la suite. Donc, que vous ayez des outils excellents, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas autonome, que vous n'avez pas une bonne ambiance, que l'employeur n'est pas à l'écoute de ses collaborateurs, vos collaborateurs vont partir de l'entreprise. Autre point qui est important, et c'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques années maintenant, on a vraiment ce boom des solutions digitales qui permettent d'aller chercher l'opinion des collaborateurs, c'est parce qu'il y a cette notion que l'employeur doit être à l'écoute de ses collaborateurs et doit aussi s'améliorer. Finalement, on a un petit peu cette notion de lean startup, cette notion de lean, c'est-à-dire que on met en place des choses, on teste, on voit ce que ça donne,
on mesure et on améliore. Et on fait ça de manière répétitive. Et effectivement, si en interne et même à l'externe, vous n'avez pas mis en place ces notions d'écoute et ces notions d'alerte aussi, il va être difficile pour vous derrière de créer une ambiance de travail, une expérience collaborateur suffisamment engageante pour que de un, vos collaborateurs restent avec vous, et puis pour que de deux, ils aient envie de défendre vos couleurs à l'externe. Donc c'était le cas que je vous évoquais tout à l'heure dans l'exemple. Joël nous demandait, Ludovic, donc quelles étaient, selon nous, les pratiques intéressantes pour maintenir, voire augmenter le niveau d'engagement des collaborateurs pendant cette crise et à la reprise. Si tu me permets, je vais donner un exemple. Deux exemples très Je te concrets. permets. Merci. Franchement, ça me touche. Ça te... Deux exemples très concrets qui sont réels. C'est un collaborateur d'une entreprise du secteur des vins et spiritueux qui a en fait qui a eu des informations très régulières, très transparentes de sa société, qui expliquaient petit à petit qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place, comment ça allait se faire. Ils ont expliqué pourquoi ils mettaient en place le chômage partiel. Ils ont expliqué également qu'est-ce qui allait se passer pour la suite. Ils les ont rassurés aussi sur le devenir, notamment de leurs emplois. Et ils ont vraiment mis tout en place pour que les collaborateurs se sentent bien en termes de si jamais ils devaient revenir au travail, enfin en tout cas dans les locaux de la société. Euh, Tout à fait, Ludovic. Donc, si vous voulez revenir dans la société, c'était possible que voilà, il y avait un parcours qui avait été mis en place, qu'il y avait des distanciations qui avaient été respectées, etc. Un contre-exemple de ça, c'est plutôt dans le secteur bancaire. En fait, une collaboratrice a été complètement maintenue dans le flou concernant la suite, ce qui a remis beaucoup de choses en cause. Elle n'a pas eu d'explication. On lui a forcé aussi à prendre des congés. On l'a forcé aussi à venir, à tenir son poste parce que c'était la seule entre guillemets qu'il pouvait. Enfin, voilà, il y avait plein de petites choses qui faisaient que. Et qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est sentie un peu désengagée? C'est qu'en fait, elle n'avait pas d'informations. Les décisions qui ont été prises ne lui ont pas été expliquées. Et puis derrière, il n'y a pas eu en fait, si vous voulez, de contrepartie. Elle devait assurer son poste, mais on lui a pas expliqué pourquoi, on lui a pas expliqué comment, et on lui a pas dit peut-être que plus tard tu pourras partir un petit peu plus, tu pourras partir un peu en vacances ou tu pourras te poser un jour ou quoi que ce soit. Donc il y a cette notion d'écoute, vraiment de communication, de transparence qui est importante parce qu'il y a vraiment cette notion de rassurance à avoir auprès des collaborateurs. Et puis aussi le côté sens du métier. Pourquoi on fait ce métier? Quel est l'impact? Parce que beaucoup de personnes se sont posé des questions en voyant, par exemple, l'investissement de nombreux collaborateurs dans différents secteurs. Donc, évidemment, la santé, mais pas que. Beaucoup se sont reposé des questions sur, finalement, quel était le sens de leur travail. Et donc, ce côté sens, dire et expliquer quel est l'impact et leur montrer que chacun a son rôle à jouer et a un impact important, c'est essentiel pour la suite. Je ne sais pas si tu avais d'autres exemples, Ludovic, de ton côté, ou si tu voulais... Ah oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais on va pas y passer l'après-midi. Mais je pense que ce qui est intéressant, effectivement, comme tu l'as fait, c'est de donner des exemples concrets. Puis je pense que c'est le sens de la question de Joël. Dans des exemples très concrets, il y a justement la place de l'accompagnement managérial qui a compté dans beaucoup d'entreprises. Et hier soir, je crois que je l'ai déjà dit, j'étais avec quelques DRH dans un
que j'appartiens, qui ont partagé justement sur à la fois les difficultés qu'on a pu rencontrer ou qu'ont rencontré les dirigeants, les managers, les collaborateurs. Et on était plusieurs à avoir remarqué qu'un certain nombre de managers avaient pu se transcender justement en faisant davantage confiance à leurs collaborateurs et en utilisant en fait le temps différemment. Et je pense à ça justement dans une entreprise pour laquelle on n'aurait pas imaginé l'adoption des quelques principes qui ont été empruntés en l'occurrence aux méthodes agiles. C'est une entreprise industrielle dans laquelle à peu près un quart des effectifs étaient des gens qui vont travailler dans des bureaux et qui sont pas sur les lignes de montage. Et donc toutes les personnes qui étaient dans les bureaux ont été mises travail un petit peu forcé. Et là, justement, certains managers se sont dit, oh là là, mais en fait, je me rends compte que moi, le premier, je suis pas forcément hyper à l'aise pour me mettre au travail. Mes collaborateurs sont dans le même cas. Et de là, un manager, je vais citer cet exemple-là, un manager a fait un petit sondage via tous les outils en ligne qui permettent de le faire. Il en a choisi un. Il a fait un sondage auprès de ses collaborateurs pour savoir quelles étaient pour eux les difficultés qu'ils rencontraient et les bonnes pratiques qu'ils avaient eues. Les attentes qu'ils avaient aussi bien vis-à-vis de lui en tant que manager qu'éventuellement de la part de l'entreprise, de la part des RH, de la part des autres collaborateurs. Et en fait, il se rend compte que le seul fait de demander l'avis de chacun des membres de son équipe a été en soi un facteur d'engagement assez fort parce que pérenniser cette habitude. Toutes les semaines, il envoyait son petit questionnaire. Alors évidemment, un questionnaire qui n'était pas laissé lettre morte, hein, qui était discuté lors d'une réunion. Il faisait une réunion d'équipe complète tous les matins. Là aussi, il a eu l'idée de faire ça parce que finalement, il faisait un petit peu ça de façon informelle. Quand ils étaient au bureau, il a créé le rituel d'avoir un point tous les matins à je sais plus quelle heure, 7h30 ou 8h, parce qu'ils étaient en 2-8. Et en fait, l'équipe a pu non seulement discuter des résultats de l'enquête, mais en plus a pris l'habitude de s'exprimer davantage, ce qui n'était pas le cas avant, puisque c'était une entreprise assez verticale. Et donc, il a testé comme ça une façon de travailler. Et il s'est rendu compte que ça avait eu un impact extrêmement positif sur l'engagement des collaborateurs. Et là, maintenant, depuis que l'activité normale, entre guillemets, a repris, il a avec ils font un point d'équipe à la même heure qu'avant, où ils se réunissent. Ça dure comme ce que les agilistes appellent le daily, c'est-à-dire ça dure 15 minutes, où tout le monde expose ses points de façon vraiment très rapide. L'objectif n'est pas de rentrer dans des débats, c'est simplement de faire un état des lieux et donner ses priorités du matin. Et justement, là encore, c'est la collaboration qui ont été un facteur clé d'intégration et d'engagement. Et je vous rejoins, Joël, sur votre commentaire. C'est bien la considération, l'écoute. C'est ça vraiment. Hein. Je rejoins totalement qui font du lien et qui permettent aux collaborateurs et aux managers, qui finalement, comme le disait Margot tout à l'heure, retrouvent sa place d'animateur. Finalement, ça devient. C'est pas le chef qui distribue ses ordres. Effectivement, il n'y a pas de il n'y a pas de recette miracle, mais c'est vrai que ce côté sens, écoute, considération sont réellement importants, surtout quand on est dans une période d'inquiétude et où on a besoin d'être rassuré quant à l'avenir de son emploi et quant à l'avenir de l'économie en règle générale. Le seul moyen, c'est d'être à l'écoute et d'être présent pour les collaborateurs et faire en sorte que la société puisse continuer, innove aussi, parce que certaines n'ont pas non plus été très innovantes, n'ont pas innové et ne se sont pas digitalisées.
Et là, de plus en plus, ça va être le cas. Et donc, il y aura un besoin d'accompagnement sur comment mettre en place cette nouvelle façon de fonctionner. Ludovic évoquait tout à l'heure le télétravail qui, effectivement, ne correspond pas à tout le monde. Mais voilà, il y a peut-être des petites choses à mettre en place pour permettre à tous de s'y retrouver et d'apprendre à gérer cette situation qui est difficile pour tous. Pour terminer, on voulait vous partager quelques mesures d'engagement assez forts, des petits chiffres clés, on va dire. Donc, en termes de coût mondial, Ludovic, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? L'avantage de tes slides, Margot, c'est qu'il parfois ils suffisent à eux-mêmes. Hein, c'est que il y a plusieurs aussi, enfin évidemment au niveau locaux au sens pays du terme, régionaux et agrégés au niveau mondial, et donc Gallup, l'institut d'études bien connu, a chiffré le coût mondial du désengagement à 7 000 milliards de dollars chaque année. Alors évidemment, on se dit, ce chiffre est énorme, comment on peut y aller, on peut arriver à un tel montant. En pratique, si vous regardez l'impact négatif du fait de ne pas prendre tous les éléments qu'on vient de citer avec Marc, et on n'a pas la prétention de détenir un quelconque savoir exclusif. Hein. On a évidemment glané des informations à droite et à gauche, et on a fait notre propre sélection. En fait, le fait de générer un mauvais niveau d'engagement, vous pouvez le mesurer dans vos entreprises de façon extrêmement factuelle, et chaque entreprise avec ses propres critères, ses propres indicateurs. Vous apercevrez qu'en termes d'absentéisme, de non-qualité, en termes de non-qualité dans la relation client, etc., le désengagement a un impact qui se chiffre réellement en espèces sonnantes et trébuchantes. Et le pendant de tout ça, c'est que lorsqu'un collaborateur vous quitte, parce que finalement ça se traduit par, en moyenne, 6 à 9 mois de coût salarial lorsque vous constatez que vous avez un départ non souhaité par l'entreprise. Alors évidemment, on peut discuter, est-ce que 6 c'est trop bas ou trop, ou 9 c'est trop bas ou c'est trop. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il n'y a pas de départ qui se fasse sans aucun impact pour l'entreprise. Plus vous allez monter dans l'organisation ou monter dans les niveaux de responsabilité de vos collaborateurs, et plus ce coût sera important, parce que derrière, vous allez intégrer le temps de redéfinir une fiche de poste, d'aller identifier en interne ou en externe la bonne personne, le temps de l'intégrer, le temps de la monter en compétences. Moi, j'ai tendance à dire que ça peut même mettre jusqu'à 18 mois sur certains postes. Complètement. Au même niveau de productivité que vous aviez avant que la personne s'en aille. Donc, là encore, ça a un impact très direct. Et à l'inverse, quand vous assurez en fait un engagement auprès de vos collaborateurs, notamment ça se voit quand ils deviennent ambassadeurs et qu'ils participent et qu'ils vous aident pour la cooptation. En fait, là, vous avez un coût de recrutement qui s'amoindrit très fortement. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, c'est ce que je vous disais, je vous l'évoquais tout à l'heure dans ce qu'on avait pu voir, nous, côté Niaouli pour nos clients, c'est qu'on avait un taux d'engagement beaucoup plus important sur les réseaux sociaux de la part des collaborateurs et qui viennent défendre la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et finalement, on voulait vous donner trois petites choses pour savoir comment mesurer. Pour nous, il y a 3 manières de le faire et elles ne sont pas elles peuvent être indépendantes, mais il est intéressant de les faire en parallèle et de les faire ensemble parce qu'en fait, elles sont complémentaires. La première, effectivement, c'est le côté réseaux sociaux statistiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez énormément de données là-dessus, énormément de data, et ça vous donne des notions sur qu'est-ce qui a fonctionné, est-ce que vos collaborateurs partagent des infos.
des informations pardon, sur votre société? Est-ce que il s'implique aussi dans la communication? D'autre part, c'est un moyen pour vous de voir et d'évaluer finalement votre marque employeur externe pour savoir est-ce que vous donnez envie à vos candidats, aux candidats en tout cas, de postuler chez vous. Deuxième point, c'est de faire des sondages assez régulièrement auprès de vos collaborateurs pour un peu prendre la température, savoir comment ils vont. Et puis aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure, cette notion de lean, donc je mets en place des choses, je teste, je prends, je mesure et ensuite j'améliore et rebelote, je repars dans cette boucle. Et enfin, c'est vrai que de faire aussi régulièrement un diagnostic qui est plutôt global, donc qui va prendre en compte tous ces aspects-là, sondage, statistique, réseaux sociaux, mais aussi comparatif, donc voir ce qui se passe chez les concurrents. Ça peut être intéressant parce que ça vous permet, vous, de vous positionner, de savoir quels sont vos points forts et vos points faibles. Et puis, d'autre part, ça vous permet finalement de savoir quels sont les éléments importants qui facilitent, qui permettent l'engagement de vos collaborateurs et de faire en sorte que finalement tout le monde s'épanouisse et soit heureux de vous retrouver tous les jours dans l'entreprise. Voilà ce qu'on pouvait vous... Ah non, il y avait un autre petit exemple, petit clin d'œil à notre au petit visuel qu'on avait fait. Donc Ludovic, tu voulais dire quelque Oui, chose? c'était pour la petite blague, parce que 10 facteurs, 10 ou qu'est-ce que nos facteurs viennent faire là-dedans, et c'est vrai que c'était parti d'une blague au départ entre Margot et moi, mais en fait il y a un exemple qui nous est venu assez vite à l'esprit, qu'on a trouvé très très intéressant à partager. C'est on parlait des grosses entreprises qu'on considère pas forcément comme étant les plus agiles ou les plus innovantes. Pour autant, il y a l'exemple de La Poste. Alors là, en l'occurrence, on a choisi l'image de Plateforme 58, qui est l'incubateur de la Banque Postale, mais plus largement, le groupe La Poste a initié depuis 2016, un programme d'apport d'intrapreneuriat pour permettre à tous ses collaborateurs, et quand on dit tous à la Poste, ça veut dire l'agent de tri dans un centre de tri, le facteur, le collaborateur de la Banque Postale jusqu'au cadre supérieur, de pouvoir porter leur propre projet. Et en l'occurrence, la Banque Postale avait été partie d'une idée assez simple. Je pense qu'en 2016, quand on essayait de se tourner un peu vers l'avenir, il y avait un chiffre un nombre qu'on avait tous dans le viseur, qui était 2020. Alors 2020, ça fait 20 sur 20, ça fait plein de trucs. Et en l'occurrence, à la Poste, ils s'étaient dit 20 projets pour 2020. Et le constat qui a été super, c'est que en libérant la parole et en créant ce programme d'accompagnement des intrapreneurs, ou en tout cas de tous les porteurs d'idées à la Poste, c'est pas en 2020 que la Poste a atteint les 20 idées actionnables. 18. Sur leur programme initial, qui visait justement à faire des sociétés. Des sociétés un petit peu connues, je pense à Stuart par exemple, que les Parisiens doivent connaître pour pouvoir passer les vélos à toute vitesse. Un projet dont j'ai oublié le nom, mais qui vise justement à ce que le facteur, notamment dans les zones rurales, redevienne un facteur, c'est le cas de le dire, de lien social. Et notamment, ils ont été extrêmement mobilisés. Donc là, ça porte pas je dirais, de marque particulière, parce que c'est redevenu un service traditionnels, mais ils ont un nom de code en interne, et notamment dans la période du confinement, les facteurs dans les zones rurales, ça concerne peut-être certains d'entre vous, ont été là pour prendre des nouvelles des personnes isolées, soit des personnes âgées, des personnes qui sont à la campagne, comme ça, sans forcément des proches à proximité, pour leur faire leurs courses, pour leur donner des nouvelles de ce qui se passe dans le village. Et ça, là où typiquement,
c'est un projet qui émanait des facteurs eux-mêmes, de certains facteurs qu'ils ont organisés pour en faire une offre qui va jusqu'à avoir le facteur qui peut un jour prendre la liste de courses et le lendemain venir avec les courses. Évidemment, certaines de ces prestations peuvent être des prestations payantes, mais en tout cas, ce sont des vraies prestations à valeur ajoutée que le client choisit d'actionner ou pas. Donc, il y a eu beaucoup d'idées comme ça qui ont émergé de la part de collaborateurs qui sont plus engagés pour leur entreprise, en tout cas suffisamment pour partager leurs bonnes idées et faire progresser leur entreprise. Il nous semblait un bel exemple. Tout à fait. Du coup, si tu veux, Ludovic, tu peux remettre ta caméra pour qu'on puisse... voilà, pour terminer, voici tous les éléments qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Déjà, est-ce que ça... merci Joël en tout cas pour votre question et pour votre venue. Et tant mieux si ça vous a plu. Pour les autres participants, est-ce que ça vous a intéressé déjà? Et est-ce que vous avez des questions? Si ce n'est pas bien sûr, si ce n'est pas le cas, des questions ou des commentaires. Mais si vous avez des choses à partager, hein, c'est un peu moins facile comme ça à l'oral, mais n'hésitez pas aussi à partager vos propres expériences. Et à noter que si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, vous avez nos contacts qui s'affichent. Merci beaucoup, Rennes, pour votre commentaire. Merci, Rennes. Tant mieux si ça vous a plu, si c'était de qualité. On a tendance aussi avec Ludovic à s'emballer un peu parce qu'on aime beaucoup ce genre d'histoire. Oui, alors je peux vous donner, je vais vous donner les liens. Tac, tac, tac. Je vais juste prendre du temps. Donc celui avec Ludovic, qui était comment aligner raison d'être et facteur d'engagement, pas facteur d'engagement, expérience et performance. Donc je vais vous envoyer le lien de ce pas, hop, comme ça vous l'aurez. Vous n'hésitez pas non plus. Peut-être qu'on peut Dis-moi. Peut-être qu'on peut partager aussi le lien des DigiNotes sur Meetup. Oui, tout à fait, effectivement, c'est un bon point. Donc les DigiNotes, c'est un groupe qu'on a qui est de la notion de partager. Enfin, c'est plutôt pour partager des événements RH et toujours en lien. On essaye avec le côté digital, si on peut. Donc, on va vous le partager et là, vous allez normalement j'ai trouvé le lien. Vous allez retrouver l'ensemble des liens, des replays et d'autres replays également qu'on a pu faire sans Ludovic cette fois-ci, mais qu'on a pu quand même faire précédemment. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver ici. Il y a tellement de gens très intéressants dans le giron de Margot et de Niaouli et Léo Jobs que vous trouverez forcément des tas de gens très très bien pour parler de sujets très divers. C'est ça qui est intéressant. Et merci beaucoup Margot de m'avoir donné la possibilité de partager déjà 2 webinaires avec toi. On est en train d'en préparer un autre pour la rentrée parce que vous allez tous, et nous allons aussi partir en vacances. On va mettre la période de juillet-août un petit peu entre parenthèses. Et on vous retrouvera avec plaisir à la rentrée. Pour information, je vous recommande de suivre les pages LinkedIn d'Ibos, de Niaouli et de NeoJobs, parce que c'est là-dessus où on va communiquer particulièrement, et puis aussi sur la page DigiNote RH, sur laquelle on partage donc tous les événements. Sachez que Ludovic aussi a déjà réalisé toi aussi, tu as réalisé des webinaires très intéressants avec d'autres personnes, donc ça mérite d'aller y jeter un coup d'œil. Et sachez qu'en préparation, donc, nous avons effectivement un webinaire consacré sur la mesure de l'expérience collaborateur, de l'engagement, etc. On est en train de peaufiner ce webinaire-là que vous retrouverez à la rentrée. Et également, on prépare un webinaire, mais cette fois-ci donc pas avec Ludovic, mais un webinaire sur comment réaliser son site carrière, l'optimiser, etc. pour donner envie aux collaborateurs de nous rejoindre.
Voilà, donc ça, c'est les petites choses qu'on vous prépare, mais ce sera plutôt à la rentrée du coup. Alors, on a une question de Laura. Vous parlez d'enquête de satisfaction collaborateur. Avez-vous des plateformes gratuites intéressantes à nous communiquer? Alors, enquête de satisfaction, en fait, je pense que vous faites référence à l'exemple que je communiquais tout à l'heure, Laura. Mais en fait, ça a été extrêmement simple, hein. La plateforme que le manager a utilisée, c'était tout simplement le sondage via Google. Donc, vraiment l'outil le plus simple, le plus accessible et le plus gratuit qui soit pour lancer un petit sondage assez simple. Après, vous en trouvez sur Livestorm, vous en trouvez sur, je sais pas si vous utilisez Slack aussi, vous avez la possibilité d'intégrer des sondages sous forme de modules gratuits que vous intégrez à Slack ou à Teams, si vous avez déjà des outils collaboratifs comme cela. Vous avez enfin, des outils de sondage, il y en a pas mal, qui ne sont pas forcément des outils dédiés à l'enquête, enfin la satisfaction collaborateur, mais qui vous permettent de poser des questions qui correspondent à votre environnement de travail. Là, on pourrait évidemment, que ce soit Naouli ou Ibos, et surtout ensemble, vous aider à définir des questions qui correspondent un petit peu à un schéma un peu classique, mais c'est quand même mieux si ça vient de vous. Je me coupe de potentielles journées de conseils à facturer, mais je pense que c'est vraiment mieux en fait quand ça vient de vous, parce que c'est vraiment ça le cœur de l'engagement, c'est l'authenticité. Et c'est vrai qu'on l'a pas mis parce que finalement c'est peut-être tellement générique comme sujet, comme critère, mais quand même être finalement le critère un peu chapeau à tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est que votre entreprise partage sur qui elle est et pas seulement sur qui elle voudrait être ou qui elle aimerait qu'on telle qu'elle est. Parler d'authenticité et singularité. Tout à fait. Merci à tous. Je crois que vous avez eu du temps pour nous poser vos questions si vous en aviez. Pile à l'heure, allez, 2 minutes. Oui, tout à fait, Laura. On s'améliore, Margot, tu remarques. Pardon? On s'améliore dans le respect du timing. Tout à fait, Laura, c'est mieux quand c'est adapté en fonction de vos problématiques. Si vous voulez, on pourra échanger. Chez Niaouli, on a des sondages. On a mis en place parce qu'on a une partie enquête flash dans notre outil. Donc, si vous voulez, je pourrais vous donner quelques indications et quelques petits trucs et astuces là-dessus pour vous aider à construire votre sondage et à avoir déjà une première base. Donc, n'hésitez pas à me contacter et comme ça, on prendra un temps toutes les deux pour échanger là-dessus si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie. Donc, je pense qu'on est dans les temps. Merci encore pour votre présence. Merci à toi, Ludovic, de t'être joint à moi sur ce sujet qui nous tient à cœur à tous les deux, je le sais bien. Donc, écoutez, on aura le plaisir de vous retrouver plutôt en septembre. N'hésitez pas, comme on vous le disait, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu où en sera les prochains webinaires. Et en attendant, on va vous souhaiter un très bon week-end, même si c'est un petit peu gris de mon côté. Mais on va vous souhaiter un très bon week-end et par avance de très bons congés. Et on aura le plaisir de vous retrouver à la rentrée avec plein de nouvelles choses. Ça, c'est sûr. Bonne fin de journée à tous, bon week-end et bonnes vacances à tous ceux qui vont en prendre, qui sont forcément mérités. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous et bonne journée.